C'est acté, le livret A devient un sous-investissement, si on peut encore parler d'investissement à ce stade, puisque en août, le taux de rémunération du livret A passera donc à 1,7%, au lieu du 2,3% actuel et du 3% d'il y a quelques mois, années. Et donc, puisque on est bientôt en août, dans quelques semaines, on va réfléchir à comment placer l'argent, qui était peut-être de votre côté encore sur le livret A. Mais avant de passer à ça, je vais parler un peu plus en profondeur du livret A, et pourquoi en fait c'est un impôt caché. Donc déjà, comment ça marche? Comme j'ai dit, taux d'intérêt qui va passer à 1,7, d'ailleurs notre ami ChatGPT n'est pas à jour, avec un plafond d'investissement de 23 000 euros, aucun impôt, liquidité immédiate, et pas de frais de gestion supplémentaires au-delà de vos frais bancaires classiques. Mais alors puisqu'il n'y a aucun impôt dessus, pourquoi c'est un impôt caché? Tout simplement parce que ça permet de financer des logements sociaux, des infrastructures et parfois la transition énergétique. Donc en fait, le livret A est un prêt à l'État français. Un prêt à l'État français qui est censé être sans risque. Bon, ça avec l'état de la dette, c'est de moins en moins vrai. Et l'impôt caché, donc, parce que le taux de rémunération du livret A est quasiment toujours en dessous de l'inflation. Comme on voit en 2024, où le taux d'inflation était à peu près de 4,1%, et le taux de rémunération du livret A de 3%. Donc en choisissant d'épargner dans votre livret A plutôt qu'une action ou quelque chose de sérieux, vous perdiez du pouvoir d'achat. Pour les beaux yeux de l'État, ce qu'on peut qualifier plus ou moins d'impôt. A l'inverse, sur un bête ETF World, le taux de croissance est supérieur à l'inflation, avec un taux de rendement de 7,22% moyen annualisé, ce qui fait, en prenant en compte l'inflation, un rendement brut de 3,12 pour 2024 par exemple. Donc le livret A, il faut éviter. À la limite, vous pouvez y mettre votre matelas de sécurité, pour éviter de le laisser sur un compte courant où l'inflation aurait encore plus d'effet, mais le livret A n'est pas un investissement sérieux. Mais alors, comment on fait pour investir sérieusement? Déjà, il faut se demander sur quel support. Est-ce que vous êtes plutôt immobilier? Est-ce que vous êtes plutôt bourse? Est-ce que vous êtes plutôt entrepreneuriat? Parce que mettre de l'argent de côté pour lancer sa boîte, c'est un investissement. Est-ce que vous êtes plutôt crypto-monnaie? Idéalement, la réponse comprend le maximum de propositions, parce que quand on parle de diversification, on parle aussi des supports. La deuxième question très importante, c'est sur quelle durée? Normalement, ça rentre un peu en compte avec la question précédente, mais quel est votre objectif? Réaliste. On a tous pour objectif de devenir milliardaire demain, mais bon, sauf énorme élan de générosité de Bernard Arnault, les chances sont assez maigres. Mais donc sur combien de temps voulez-vous investir? Sur 6 mois? 1 an? 5 ans? 10 ans? 20 ans? 40 ans? Puisqu'on va majoritairement parler de bourse quand on parlera d'investissement sur cette chaîne, généralement plus le temps d'investissement est long, moins il y a de risque de perte d'argent. À titre personnel, je me suis mis l'objectif de 20 ans pour atteindre la liberté financière. La liberté financière, c'est quand on n'a plus besoin de travailler pour pouvoir vivre. Essentiellement, pouvoir partir à la retraite dans 20 ans. Et peut-être la plus importante, quel niveau de risque et de volatilité suis-je capable d'encaisser? Est-ce que si je mets 10 000 euros sur une crypto-monnaie et que le jour même je fais plus 20% et le lendemain moins 60%, est-ce que je suis capable d'encaisser ça? Pas beaucoup de gens en sont capables, je pense. Moi compris. J'ai jamais touché aux crypto pour ça. Est-ce que si Trump nous remet une salve de tarifs et que le marché prend moins 20%, je suis capable d'encaisser ça? Est-ce que si mon bien immobilier n'est pas loué pendant 6 mois d'affilée, je suis capable d'encaisser ça? Et enfin, quel est mon niveau d'expertise sur le support que j'ai choisi? Est-ce que je saurais expliquer pourquoi l'action d'LVMH a pris plus 10% aujourd'hui? Est-ce que je suis capable d'expliquer la chute du prix du pétrole? Ce sont des exemples, ce ne sont pas des vrais scénarios qui se sont passés aujourd'hui. Je crois pas en tout cas. Quelle stratégie convient le mieux à mon niveau d'expertise? Comme je vous ai dit, sur cette chaîne, on va essentiellement parler de bourse. Il y a très sûrement des gens qui pourraient vous parler beaucoup mieux que moi des investissements immobiliers et crypto. Mon domaine, c'est la bourse. Et avant même d'investir notre premier euro en bourse, on doit se poser une question. Avec quel contrat devrais-je investir? Et pour ça, on a 4 choix. On a le CTO, qui est le compte titre, qui est plus ou moins ce à quoi on s'attend quand on entend parler de bourse. C'est une espèce de compte en banque, entre guillemets, sur lequel vous déposez des fonds et vous achetez ou vendez des actions. C'est ce qu'il y a de plus classique. Pour le CTO, il y a une flat tax de 30% sur la plus-value. Donc tout ce qui est dividende, c'est 30%, et c'est aussi 30% de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, si vous revendez à moins cher que vous n'avez acheté. Parce que l'État prend 30% des gains, mais pas 30% des pertes. Dommage. Ensuite, il y a le PEA, un compte que vous pouvez ouvrir dans la plupart des banques, si je dis pas de bêtises, et qui vous propose une sélection limitée d'actions, limitée à l'Europe, et à certains fonds éligibles, et qui est plafonné à 150 000 euros sur les dépôts. En termes de fiscalité, si vous laissez les fonds plus de 5 ans sur votre PEA, au lieu d'être prélevé à 30%, vous passez à 17,2%. Par contre, si vous y touchez avant 5 ans,
c'est plein pot, c'est 30%. L'assurance vie, c'est un contrat qui est proposé par des assurances, et donc qui vont varier énormément selon ce qui vous est proposé, tout simplement. Mais en principe, il n'y a pas de plafond légal, et les produits proposés dessus varient encore une fois selon l'assurance. En termes de fiscalité, si vous avez ouvert votre assurance vie il y a 8 ans, vous aurez un abattement de 30% à 7,5% sur l'imposition des plus-values. Mais le gros intérêt de l'assurance vie, ça reste quand même pour l'héritage, où l'abattement passe à 152 500 € pour les bénéficiaires désignés de votre contrat. Et pour finir, le PER, le plan épargne retraite, qui est une épargne bloquée jusqu'à votre retraite, comme le nom l'indique, avec des produits variés mais limités, et une déduction des impôts grâce au virement que vous faites dessus. Donc si vous voulez payer moins d'impôts tous les ans, vous pouvez passer par le PER. Et alors, comme ça, instinctivement, j'aurais tendance à vous dire de faire très attention à l'assurance vie et au PER. Le PER parce que les fonds sont bloqués, sauf rares cas exceptionnels comme un achat de résidence principale par exemple, ou du surendettement, mais vous n'aurez pas accès à ces fonds sans raison vraiment valable. Et l'assurance vie, encore plus attention, parce que l'article 49 de la loi Sapin 2 permet à l'État de geler vos fonds sur cette assurance vie pour se les approprier. Normalement temporairement, ça ne dure que 3 mois, renouvelable une fois donc potentiellement 6 mois, mais en fait rien ne garantit qu'ils vont pas juste garder l'argent, tout simplement. Donc, grosse méfiance pour ces deux-là. Pour le PER, il faut absolument que ce soit des fonds dont vous n'avez pas besoin, et pour l'assurance vie, c'est des fonds qu'il faut être prêt à perdre. Parce que si l'État français utilise cette loi pour saisir des fonds, c'est que y a de grandes chances qu'ils soient perdus après. Donc j'aurais vraiment tendance à vous dire que le compte titre et le PEA sont quand même des valeurs très sûres. Un pour la fiscalité et l'autre par la liberté complète d'investissement dont vous disposez. Alors je vous dis de faire attention, mais personnellement j'ai les 4. Grosse erreur pour celle-là. Celui-là c'est quand même sympa pour réduire les impôts, mais j'ai les 4. Et là on rentre dans le vif du sujet, donc je vais être obligé de faire le disclaimer légal pour éviter d'avoir des ennuis. Les informations présentées ici ne constituent en aucun cas une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement au sens de la réglementation applicable. Toute décision d'investissement doit être prise après une analyse personnelle de votre situation et, si nécessaire, avec l'aide d'un professionnel habilité. Voilà, ça c'est fait. Mais en bourse, il y a une belle tripotée de types de produits. Il y a les actions, il y a les ETF, il y a les options, il y a les swaps, il y a les options leveragées, il y a les swaptions, il y a les matières premières, il y a énormément de choses. Et c'est là que rentre en compte cette question, je fais pas les choses au hasard. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est une option, de ce qu'est un swap, de ce qu'est une swaption, quoi que ce soit, restez très loin. On n'investit que dans les produits qu'on comprend. Si vous comprenez les actions et les ETF, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de vous prendre pour Jérôme Kerviel et subir le même sort. Avec ces deux types de produits, on peut déjà faire plein de choses. Mais dans les faits, comment ça marche ? Je vous souhaite la bienvenue sur mon compte titre personnel, qui est donc de Giro, pour plusieurs raisons. Je ne suis pas, encore en croisant les doigts, sponsorisé par de Giro, donc c'est mon avis sans filtre. C'est que déjà, du coup, les frais sont assez faibles. Ça va de 1 à 3 € par ordre passé. Comme vous voyez, aujourd'hui, j'ai passé plusieurs ordres. J'en ai eu pour environ 6 000 €. Et j'ai payé 12 €. Donc on est sur du 0,2% de frais, ce qui est ma foi honnête. Mais le gros intérêt de ce broker, c'est l'accès au prêt lombard, qui est un prêt qui prend vos actions en collatéral. Donc quand j'aurai des produits qui versent des dividendes, je pourrais faire un prêt directement sur mon compte titre, sans rien vendre, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais bref, vous voyez que ma journée n'a pas été top aujourd'hui. Mais pour acheter une action, c'est très simple, on dépose de l'argent sur le compte titre, on va sur le profil d'une action, j'ai pris Total pour exemple, encore une fois ce n'est pas un conseil d'investissement, on clique sur achat, on dit hop, je veux en acheter 10, je veux pas que chaque action me coûte plus que 54 €, hop, on valide l'ordre. Voilà, ça va me dire non parce que j'ai pas assez sur le compte. Mais voilà, l'aspect opération est simple comme bonjour. Je viens de réaliser que j'ai pas fait la blague du prêt lombard et notre cher Eric. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois, tant pis. Mais en tout cas, voilà, le fonctionnement pour le compte titre, c'est vraiment enfantin. Et pour donner un peu de sens à toutes les questions que je pose depuis tout à l'heure, je vais vous présenter mon plan d'investissement. Donc comme je vous ai dit, je veux être financièrement libre dans environ 20 ans, à horizon 2045. Je suis quelqu'un de relativement averse au risque, je suis prêt à prendre des risques moyens. Et pour l'instant, je me cantonne à la bourse, pour lequel j'ai un niveau d'expertise plutôt bon sur la compréhension des actifs en eux-mêmes. Et pour ce qui est de l'immobilier, j'ai ma résidence principale.
Et mon niveau d'expertise est bof quoi. Ça va. Rien de dingo. Comme je vous ai dit, j'ai les 4 contrats principaux que je vous ai présentés tout à l'heure. Et vous l'avez sûrement vu pendant l'aperçu que je vous ai donné de mon compte titre. Sur mon compte titre, je n'ai que des ETF. Sur mon PEA, j'ai des ETF et des actions. Et sur mon PER et mon assurance vie, j'ai des ETF et j'ai des produits que je regrette d'avoir achetés et qui vont à terme se transformer en ETF. Et pour ce qui est de ma stratégie d'investissement, je fais majoritairement du DCA, qui est le principe de verser X euros tous les mois sur mon compte titre, mon PEA ou n'importe, pour lisser le coût d'achat des actions ou des ETF que j'achète. Avec, comme par exemple aujourd'hui, où j'ai eu une grosse rentrée d'argent, je me permets des fois de balancer un gros montant d'un coup. Si vous êtes complètement débutant, ça c'est très bien. Et l'objectif dans 20 ans, c'est d'avoir une résidence principale entièrement payée, donc sans prêt bancaire, et ce sera d'avoir environ 3 millions d'euros, ce qui avec un rendement de 4% me ferait 120 000 euros par an, donc 10 000 euros par mois, ce qui est très honnête. Mais voilà pour les premières bases, disons, les premières questions à se poser quand on veut commencer à vraiment investir, pas se faire avoir par le livret A. Si j'ai pas été clair dans un des points, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez un plan de liberté financière déjà établi, n'hésitez pas non plus à le partager en commentaire. Je serais curieux de voir les variations de plans, de personne à personne. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.